Bonjour à tous, bienvenue dans l'Afrique Info sur CCTV français en direct de Beijing. Et à la une de cette actualité africaine, le Soudan du Sud, la commission conjointe de suivi et d'évaluation ou la JMEC a annoncé avoir fait des progrès dans la passe au Soudan du Sud. L'ancien président du Botswana, Festus Mogae, qui dirige la commission, a déclaré que les parties en conflit au Soudan du Sud s'étaient mises d'accord sur la proposition de faire venir 1370 hommes de Riek Machar à Djouba, dont 700 pour servir dans la police de la capitale. La communauté internationale est engagée pour aider à faciliter le déplacement de l'armée de l'opposition vers la capitale, Djouba, avant le retour de Riek Machar et la formation d'un gouvernement de transition d'unité nationale, le TOGNU, d'ici le 1er mars. There was further negotiation, so it was agreed that we'll bring Il y a d'autres négociations, donc il était accepté que nous amenions les premières et deuxième étapes ensemble, et par conséquent amener 1370 hommes, dont 700 pour la police dans Djouba. 700 of the police for Djouba. Les donateurs se sont engagés à transporter toutes ces forces afin que d'ici la première semaine ou le 1er mars, le TGONU, le premier vice-président, auront déménagé et le TGONU aura été établi. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a déclaré que l'avion russe qui a explosé en vol dans le Sinaï l'an dernier avait été abattu par des terroristes. Al-Sisi a déclaré dans un discours télévisé que l'œuvre des terroristes visait à nuire à l'industrie touristique égyptienne et aux relations avec Moscou. C'est la première fois que l'Égypte mentionne officiellement un acte délibéré pour abattre l'avion le 31 octobre avec 224 personnes à son bord. La Russie avait déclaré qu'une bombe avait causé l'explosion de l'avion et que l'État islamique avait caché l'explosif dans l'appareil, mais une enquête menée par l'Égypte indiquait dans un premier temps qu'elle n'avait pas trouvé la preuve d'un acte suspect. La confirmation officielle de l'Égypte d'un lien terroriste pourrait potentiellement exposer l'Égypte à payer des compensations aux familles des victimes. La marine nigériane a récupéré un pétrolier volé 2 semaines plus tôt au large de la Côte d'Ivoire. L'un des pirates a été abattu lors de l'opération, mais 18 membres d'équipage ont été secourus et ont été déclarés sains et saufs. Les remorqueurs guident le MT Maximus dans le port de Lagos. Le pétrolier avait été volé le 11 février avec son chargement de diesel, puis renommé et son radar retiré afin qu'on ne puisse le repérer. Mais la fuite s'est terminée à 500 km au sud-ouest de Lagos. L'homme qui a permis ce sauvetage revient sur les événements. Ils avançaient vers notre côte et soudainement ils ont fait un détour et se sont dirigés vers le sud. Et c'est à ce moment que nous avons fait venir le NNS Okpaban et un autre navire, le NNS Agbama. Pendant le trajet, nous pensions qu'il y aurait une bataille harassante. Nous avons préparé le NNS Centenary, un troisième navire. Et quand ils ont atteint leur objectif, nous dirigions l'opération depuis Abuja. Les marins kidnappés sont soulagés. Vous pouvez lire ce que vous voyez et je remercie la marine nigériane. Un homme m'a dit, alors que les balles passaient à peine 10 mm au-dessus de ma tête, il m'a dit « Je vais donner ma vie pour vous, capitaine. Ne vous inquiétez pas, personne dans le monde ne prononce de tels mots. Je n'ai pas de larmes, mais je salue sincèrement les marins et officiers qui sont venus pour nous. » Plusieurs pirates se sont échappés avec 2 membres d'équipage. Leur capitaine a appelé à leur retour. 6 pirates ont été appréhendés. Ils sont originaires du Nigeria et du Ghana. Les officiels du nord-est du Nigeria ont annoncé que 50 000 personnes étaient touchées par la faim. Elles font partie des millions de déplacés à cause des menaces posées par Boko Haram qui s'est affilié à l'EI. Les Nations Unies ont déclaré que l'insécurité permanente nuisait aux efforts de secours. Le chef de la protection de l'ONU, Volker Turk, s'est rendu dans l'une des régions les plus durement touchées par les violences de Boko Haram. Les autorités locales disent que la malnutrition a déjà tué 450 enfants et que plusieurs milliers d'autres sont touchés par la faim. Le gouvernement a déclaré que Boko Haram était loin d'être vaincu et qu'il ne restait plus que la reconstruction. De nombreux défis attendent l'ONU. Ce dossier est une question mondiale.
Donc il y a la part que nous devons jouer et nous devrons nous concentrer sur la question de la protection, sur la question des abris d'urgence, sur la construction d'une approche basée sur la communauté, car nous savons que la réponse se trouve souvent au sein même des communautés. Ils savent comment survivre, ils savent comment y faire face, mais nous devons aider à faciliter ce processus. L'ONU dit que près de 3,9 millions de personnes ont besoin d'aide. Bien que l'armée ait repoussé Boko Haram, beaucoup de régions restent dans l'insécurité. Une des grandes questions, c'est aussi l'accès à l'aide humanitaire. En dehors de Maiduguri, si vous regardez la situation aujourd'hui, il y a des éléments errants, ils sont armés. Donc nous devons être sûrs qu'il y ait un environnement sécurisé pour les actions humanitaires. La crise humanitaire va au-delà des frontières nigérianes. Plus de 200 000 réfugiés nigériens sont dispersés au Tchad, au Niger et au Cameroun. L'ONU essaie aussi de créer des conditions sûres pour leur retour. Le ministre sud-africain des Finances, Pravind Gordhan, s'est exprimé vendredi devant le Parlement afin d'exposer la situation du budget du pays. La seconde économie d'Afrique est proche de la récession. Le ministre a la tâche d'exposer le statut fiscal de l'Afrique du Sud ainsi qu'un plan détaillé pour permettre au pays de se sortir du marasme économique. Il a été considéré comme le discours sur le budget le plus dur et crucial des 22 années de démocratie de l'Afrique du Sud. Le ministre des Finances, Pravind Gordhan, est sous une pression intense pour aller de l'avant. Ce budget n'est pas uniquement surveillé par l'Afrique du Sud, mais il est actuellement observé par la communauté internationale des investisseurs. Le ministre Gordhan doit à cet instant véritablement illustrer une approche totale du budget afin d'établir les bons changements structurels et de les communiquer avec un degré de réalisme, de même qu'une volonté politique d'aboutir aux politiques justes et nécessaires. Le président Jacob Zuma a fait allusion aux mesures d'austérité lors de son discours à la nation prononcé plus tôt ce mois. Il espérait que le ministre des Finances le suivrait dans son discours. Beaucoup espèrent qu'il y aura des mesures visant à freiner les dépenses inutiles et à réduire l'assistance à destination des entreprises d'État qui perdent de l'argent. Il devra aller de l'avant avec davantage de coupes budgétaires et il faudra s'intéresser à des projets tels que le NH1 qui devront probablement être suspendus ou repoussés à un avenir prévisible. Il faudra voir quelque chose de plus efficace tel qu'un programme nucléaire et vérifier si cela demeure clairement à l'ordre du jour et quelle sera la participation du secteur privé là-dedans. Et avec les profits des entreprises sous pression, la collecte de l'impôt devrait être de 450 milliards de rand inférieure pour la période 2015-2016. Et en vue de renforcer ces recettes, Gordhan regarde du côté des secteurs où les impôts pourraient être relevés. Les comptes d'imposition sur les revenus personnels représentent environ 35% de l'impôt total. Donc si quelqu'un veut augmenter la collecte de l'impôt, il faudra d'abord s'intéresser à cela, car cela rapporte plus de recettes au pays, suivi de la TVA qui compte pour près de 25%. Et toute hausse de taxes se fera bien plus ressentir auprès des foyers les plus modestes. Les activités basiques ne seront pas touchées, mais évidemment, il y a un angle politique à cela. En raison des élections, nous ne devrions pas voir de hausse de la TVA, mais sur le long terme, nous verrons cette hausse. Gordhan devra faire davantage que vanter les mérites d'un bon budget pour rétablir la confiance dans l'économie sud-africaine. Et avec la hausse du chômage et celle des inégalités, la mise en œuvre décisive du plan national de développement reste l'élément clé concernant au plus haut point les fortunes d'Afrique du Sud. Maintenant, le temps consacré aux marchés boursiers européens, américains et africains. Les bourses européennes ont terminé en forte baisse mercredi. À Paris, l'indice CAC 40 a terminé en repli de 1,96%. Le FTSE britannique a perdu 1,60% et le DAX allemand 2,64%. La bourse de New York a terminé en hausse mercredi. L'indice Dow Jones a gagné 0,32%. Le Standard & Poor's 500 a pris 0,44% et le Nasdaq Composite a progressé de 0,87%. Passons maintenant aux bourses des pays africains. L'indice Jitopi de l'Afrique du Sud a cédé 1,16%. L'indice Massi du Maroc a perdu 0,26% et l'indice Cetune de la Tunisie a reculé de 0,65%. Et nous enchaînons avec les taux de change, les prix du pétrole et ceux des métaux précieux.
Le secteur bancaire mondial est sous pression en raison des demandes pour accroître ses ratios de fonds. Nombre de banques examinent soigneusement leurs activités et lignes de produits secondaires et soit les vendent, soit ferment des départements. Barclays PLC évalue ses activités et plus spécifiquement, comme des sources le suggèrent, ses opérations africaines. La banque garde cependant le silence en amont de sa présentation annuelle le 1er mars. Mais plusieurs scénarios pourraient se dérouler. Ils pourraient simplement vendre une part de leur participation à 62% dans Barclays Africa et la réduire à 50%. L'avantage de cela est qu'ils garderaient le contrôle tout en réduisant leur participation en Afrique. L'alternative est de vendre la totalité de leur participation à 62% ou la moitié de celle-ci. Un problème auquel sera confrontée la banque basée au Royaume-Uni si elle décide de vendre la totalité de sa participation sera du côté du régulateur local. Ils devront obtenir l'approbation de la banque de réserve et ensuite, celle-ci devra approuver l'acheteur. C'est très important à comprendre en ce qu'au niveau mondial, les banques centrales ne voudront que des actionnaires très forts pour leur banque. Et sans compter que tout acheteur potentiel devrait voir dans l'Afrique un moyen pour un jeu à long terme, partant du principe que le cycle des matières premières va bientôt s'achever. Il est improbable qu'un acteur qui viendrait pour remplacer Barclays essaierait de réduire ce qu'il a. Il essaierait d'acheter parce que, comme Absa, il aime l'Afrique du Sud, et donc il ne changerait rien. En fait, il voudrait fort probablement l'améliorer et obtenir plus d'entreprises et de transactions communes allant de pair. Ce n'est qu'une question d'appétit et de savoir si l'acheteur potentiel prendra une option à long terme sur l'Afrique. D'un autre côté, bien sûr, Barclays pourrait garder sa participation parce qu'il croit en l'avenir de l'Afrique. Selon un rapport publié mercredi par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, un enfant sur 5 manque d'accès au vaccin qui sauve la vie. Cette information fait suite à la mort de douzaines d'enfants atteints de la rougeole à Lagos cette semaine. Les autorités se sont réunies aujourd'hui à Addis Abeba pour discuter des stratégies pour des campagnes de vaccination de grande envergure. L'Afrique a accompli de grandes avancées concernant le taux de vaccination des enfants. En 2000, 4 enfants sur 10 étaient sans protection. Même si ce nombre a été divisé, il reste encore un long chemin à parcourir. La rougeole, la rubéole et le tétanos néonatal ont pratiquement été éradiqués dans certaines régions du monde. Cependant, ces maladies restent répandues et potentiellement mortelles en Afrique, telles qu'en Ouganda et en Tanzanie. Un enfant sur 5 n'est pas immunisé. La vaccination est l'un des moyens les plus efficaces et moins chers pour protéger nos enfants, afin qu'ils ne perdent pas la vie avant l'âge de 5 ans. Les ministres de la Santé et les décideurs réunis à Addis Abeba sont convaincus qu'ils peuvent trouver une solution. C'est-à-dire, dans un effort concerté, étendre la couverture vaccinale et trouver de l'argent pour financer ces campagnes. Avec toute la technologie moderne, une campagne vaccinale de grande envergure en Afrique est possible et réalisable. Les sciences, mais aussi les ressources humaines, financières et matérielles sont disponibles sur cette terre. C'est possible de vacciner tous les enfants, n'importe où et partout en Afrique. Le temps est venu pour les gouvernements africains collaborant avec la société civile, le secteur privé et les parties prenantes de redoubler nos efforts et de réaffirmer nos engagements afin de construire un système d'immunisation fort, durable et inclusif. Les grandes compagnies pharmaceutiques devraient aussi jouer leur rôle en baissant les prix des vaccins. L'Égypte est sur le point de commencer à construire ses propres satellites et ce, grâce à un programme d'aide technique et financière chinois. Bienvenue au futur de l'Égypte. Ce désert ne ressemble certainement pas à grand-chose pour le moment, mais dans les 5 prochaines années, il pourrait abriter l'un des principaux centres spatiaux. La recherche et les expérimentations sont d'ores et déjà en cours. Les lentilles et les circuits qui sont construits ici sont testés pour leur durabilité dans ce simulateur d'environnement spatial.
Et le gouvernement a pour objectif de fabriquer des satellites dans quelques années. Nous sommes confiants dans notre capacité présente de fabriquer des satellites. Cela nous a conduit à commencer notre programme de test de satellites. Il s'agit d'un groupe de satellites dont le lancement débutera en 2017 et s'achèvera en 2022. Nous allons petit à petit améliorer la technologie utilisée dans chacun d'entre eux avant d'en construire de pleinement fonctionnels. 5 petits satellites seront lancés pendant cette période et tous devraient être produits à 100% en Égypte. Mais avant la construction officielle, la Chine enseignera l'assemblage à l'Égypte. MISR-SAT 2 sera le premier satellite assemblé dans la station spatiale du pays que la Chine construira. Les deux pays vont la concevoir dans le cadre du projet de 72 millions de dollars offert à l'Égypte. Aider un tel programme permettra à l'Égypte d'acquérir un véritable développement durable. La coopération était quelque chose d'évident entre nos deux pays et la promesse d'une aide chinoise continue au programme spatial égyptien. L'Égypte poursuit un programme spatial depuis 1998 et elle a continué à investir, malgré les restrictions budgétaires. Le nouveau plan devrait procurer un élan vital. Cette étape est intervenue très tardivement et elle a pesé sur nos plans. Il n'y aura pas de développement ou d'usage efficace de nos ressources sans imagerie satellite. Et c'est pourquoi nous voulons avoir des satellites optiques. Et obtenir des satellites avec toutes leurs applications est ce que nous voulons réussir. En décembre dernier, les pays africains se sont mis d'accord pour créer l'Agence spatiale africaine. L'Égypte a proposé un plan et a offert d'accueillir son quartier général. L'Égypte est sur le point de faire un grand bond dans les sciences de l'espace et leurs applications. Un pas crucial pour le développement du pays. Et cette autorité nationale pour le programme spatial et de télédétection va devenir la plateforme pour ce programme spatial, qui servira non seulement le pays, mais aussi le Moyen-Orient et l'Afrique. En Afrique de l'Ouest est apparu depuis quelques années un nouveau type d'architecture, la voûte nubienne, un habitat traditionnel originaire d'Égypte qui conquit petit à petit plusieurs régions du Sahel. Découvrons pourquoi en images. Bâtir l'avenir avec des solutions inspirées du passé. Les conséquences du réchauffement climatique ont permis dans les régions du Sahel en Afrique de l'Ouest de poser un nouveau regard sur des constructions traditionnelles appelées voûtes nubiennes. Leur conception permet de réguler naturellement l'humidité et la chaleur. D'origine égyptienne, ces types de bâtiments sont adaptés à de nombreuses populations. Vous n'avez pas non plus besoin de recourir à des matériaux modernes qui sont souvent chers, souvent polluants, qui ont pollué d'ailleurs à la fabrication et à leur acheminement sur le site de construction. Donc avec la voûte nubienne, vous pouvez construire avec les ressources que vous avez sur place. Vous vous permettez donc de préserver l'environnement. En quelque sorte, vous jouez donc sur à la fois l'atténuation au changement climatique et à l'adaptation à ces changements climatiques, puisque vous vous trouvez donc dans un bâtiment adapté au contexte local, donc au climat sahélien. La simplicité et la rapidité de leur construction ainsi que le faible coût des matériaux et du travail convainquent les populations. Et cerise sur le gâteau, ces maisons sont confortables. Avant, notre maison était faite d'un toit en tôle et quand il faisait chaud, on ne pouvait rentrer dedans. On avait des ventilateurs, mais depuis que nous avons construit la voûte nubienne, nous sommes protégés de la chaleur. Il fait si bon à l'intérieur. Et en plus, notre maison a des espaces réservés, tels que des armoires pour ranger nos affaires. Au début, je doutais un peu, mais après, quand j'ai réfléchi et j'ai regardé l'originalité du travail et que tout est fait à partir d'ici, bon, je me suis dit, on va se lancer à ça. Sur le côté économique, c'est plus rentable que de construire en ciment. Les projets de voûtes nubiennes ont connu un succès remarquable au Burkina Faso. Afin de faire connaître ce type de logement au Sénégal, l'association La Voûte Nubienne a emmené un maître maçon burkinabé pour former les maçons locaux. Sur mon chantier, moi j'ai employé 10 apprentis sénégalais, des maçons locaux. Et je les apprends à la technique voûte nubienne. Donc actuellement je peux dire qu'il y a un qui est classé, qui est qualifié, quoi. C'est un classe 4, et puis il y a un classe 3, et puis un classe 2. Donc je pense qu'avec les classes 3, classe 2... L'association a mis en place des programmes au Burkina Faso, au Mali, au Sénégal, au Ghana et au Bénin, qui ont permis de construire quelques 1500 bâtiments. On est à 70 bâtiments qui ont été achevés. Ça s'est fait entre 2007 et 2015. Au jour d'aujourd'hui, on a 7 chantiers
en cours et prévues sur le Sénégal. Mais on a en plus de ça 11 clients qui sont en attente, c'est-à-dire ils sont en discussion, en validation de plans, de devis. Adorable, simple, pratique et verte. Cette forme d'architecture traditionnelle, remise au goût du jour et exportée hors de sa région d'origine, pourrait donc bientôt faire partie des paysages de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Et ainsi s'achève cette édition africaine. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue dans 1h30. Excellente suite de programme.